Bonjour mes très chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie de notre quatrième chapitre, focalisé bien sûr sur le transfert de la matière et le flux de l'énergie dans l'écosystème. On commence par rappeler les objectifs. Connaître l'importance des relations trophiques dans la continuité et la préservation des écosystèmes, établir des chaînes et des réseaux trophiques pour déterminer leur niveau trophique, connaître le cycle de la matière et le transfert de l'énergie, extraire et définir le concept de la productivité et les facteurs contrôlant ces quantités, connaître l'importance des pyramides dans la représentation du transfert de la matière et le flux de l'énergie. Alors, on commence par la problématique qu'on a déjà posée dans la première séance. Alors, comment suivre le transfert de la matière et le flux de l'énergie dans un écosystème? Alors, je passe donc à l'étude quantitative des relations alimentaires et je commence par l'introduction de ce paragraphe. Alors, dans un écosystème, les chaînes alimentaires permettent le transfert de la matière organique et de l'énergie d'un niveau trophique à un autre. On parle donc de transfert de la matière et le flux de l'énergie. Alors, comme montre le schéma, donc il y a de l'énergie solaire qui sera reçue par les producteurs pour produire de la matière. Ces dernières, elles sont consommées par les producteurs secondaires, bien sûr, c'est-à-dire les consommateurs de premier ordre, puis de deuxième ordre, puis de quatrième et cinquième ordre. Alors, tous les niveaux trophiques de cette chaîne alimentaire, ils vont libérer dans l'écosystème de la matière organique, bien sûr, dans le milieu, qui sera minéralisée par les décomposeurs et qui vont recycler donc la matière et par conséquent réintroduire cette matière de nouveau dans la chaîne alimentaire pour entamer un nouveau cycle. Alors, comment évaluer le transfert de la matière et le flux de l'énergie dans un écosystème? Alors, on passe maintenant à la production primaire et à la production secondaire dans l'écosystème et je commence par la biomasse. Alors, je passe à l'activité numéro 4. Alors, une étude a été menée dans un hectare d'une forêt ayant pour objectif de mesurer la production primaire et la production secondaire. La figure suivante représente les résultats de cette étude. Alors, je passe à la définition de la biomasse. Alors, la biomasse, qu'on voyait dans le schéma, c'est l'ensemble, bien sûr, des valeurs en tonnes ou bien en kilogrammes produites par les végétaux et par les animaux dans l'écosystème. Donc, c'est-à-dire, la biomasse est l'ensemble de la matière organique produite par les êtres vivants, végétaux et animaux. Alors, je passe à la définition de la production primaire et la production secondaire. Alors, tout d'abord, je commence par le calcul de la biomasse végétale et animale dans le milieu. Et par la question numéro 2, calculer la biomasse végétale et animale, que constatez-vous? Alors, comme vous voyez dans le schéma, alors en vert, c'est la biomasse produite par les végétaux. Alors, la biomasse végétale, c'est tout simplement l'addition de ces valeurs. Voilà, la biomasse végétale donc, est égale à 76 tonnes produites par les arbres, 3 tonnes par leurs feuilles, voilà, et les troncs, bien sûr, 180 tonnes, les racines, 54, et la litière, c'est-à-dire la production morte, bien sûr, de ces végétaux, c'est tonnes, 54 tonnes de racines et ces tonnes, bien sûr, de la litière. L'ensemble, c'est 321 tonnes. Alors, pour la production secondaire, ou bien la productivité secondaire, c'est simplement la production produite par la faune donc, de l'écosystème, c'est-à-dire les différents animaux. Alors, j'associe simplement les valeurs en rouge entre eux et trouver, bien sûr,
la valeur de 0,5041 tonnes. Alors, on constate que la biomasse végétale produite bien sûr par les végétaux représente une quantité énorme et plus importante que celle produite par les animaux. C'est-à-dire, lorsqu'on divise la valeur donc, de la biomasse animale sur la biomasse végétale, on trouve normalement une valeur de 636,77 fois donc, la matière produite par les animaux. Donc, c'est une masse énorme produite par les végétaux en comparaison avec celle produite par les animaux. Sachant que 1% de l'énergie solaire reçue est convertie par la photosynthèse en énergie chimique stockée dans les molécules organiques à partir de la matière minérale, donc proposer une hypothèse pour expliquer le devenir des 99% de l'énergie non utilisée par les plantes chlorophylliennes. Alors, comme montre le petit schéma, donc, il y a la quantité d'énergie solaire 100%. Alors, la partie absorbée par les végétaux chlorophylliennes, c'est tout simplement 1%, mais la majeure partie donc, de l'énergie, il sera perdue et diffuse dans le système. Donc, il y a une grande quantité diffuse dans le système ou bien perdue dans le système par réflexion. Il y a une quantité aussi éliminée par évaporation, bien sûr, par l'eau ou bien chez les êtres vivants. Et il y a une quantité perdue par les êtres vivants, notamment les végétaux, qu'on appelle transpiration. Alors, l'hypothèse, alors peut-être que la quantité de 99% d'énergie solaire est perdue dans l'écosystème planétaire sous différentes formes: réchauffement de la planète et réflexion, évaporation de l'eau et transpiration par les êtres vivants, animaux et végétaux. La production primaire et secondaire. Alors, je passe à la 5e activité. Alors, afin de comprendre la relation entre la productivité primaire dans un écosystème, une étude a été menée dans une prairie ayant pour objectif de mesurer la production primaire et la production secondaire. Le document ci-dessous présente les résultats de cette étude. Je passe aux questions. Définir la production primaire et la production secondaire. Alors, la production primaire, c'est simplement la production produite par les végétaux. Et la production secondaire, c'est la production, bien sûr, de la matière ou bien de biomasse par les différents types d'animaux, herbivores et carnivores. Voilà comme annonce la définition. On remarque que la production primaire est la production donc des végétaux chlorophylliens sur une surface en mètres carrés pendant une période donnée, et il s'exprime en masse de carbone assimilée par unité de surface et par unité de temps. Donc la productivité, il diffère un petit peu donc de la production primaire. Lorsqu'on prend la matière produite globalement, donc ça s'appelle la production primaire. Mais quand on prend cette production par unité de surface et par unité de temps, on l'appelait donc une productivité primaire. Donc c'est simplement la différence production-productivité. Alors, la production secondaire, c'est tout simplement la quantité de la biomasse synthétisée par les hétérotrophes, c'est-à-dire les consommateurs de différents grades dans la chaîne alimentaire et dans le réseau trophique. Et bien sûr, et les décomposants aussi. Alors, je passe à la 2e question. Complétez le tableau ci-dessous par ce qui convient à partir des données de documents, sachant que R1 et R2 représentent les rendements de la production dans une prairie. Le rendement correspond donc au rapport de la biomasse produite ou de l'énergie correspondante sur une biomasse ingérée nécessaire ou bien sûr ou l'énergie correspondante. Alors, on va compléter le tableau. Alors, pour la matière organique ingérée par la vache, c'est 782 grammes. Celle ingérée par le criquet, c'est 71 grammes. La matière organique non assimilée par la vache, c'est 290 grammes, c'est-à-dire rejetée comme excrément. Alors, la quantité non assimilée par le criquet, c'est 48,5.
Alors, le pourcentage, bien sûr, de cette quantité perdue, bien sûr, par les excréments ou non utilisés, vu leur nature solide ou donc n'est pas indigérable, donc c'est 37,8 pour la vache et 68 pour le criquet. La matière assimilée, c'est-à-dire produite proprement par les corps donc de la vache et du criquet, c'est 95 pour la vache et 5,5 grammes pour le criquet. Alors, tout simplement, pour calculer le rendement, il suffit donc de diviser 95 sur 782 et 5,5 sur 71. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, dans un exercice ultérieur. La production primaire et la production secondaire toujours. Alors, qu'est-ce que tu remarques à propos du rendement de la production des herbivores? On constate, d'après les résultats obtenus, que la production des herbivores est plus supérieure à la production secondaire, et notamment celle de la vache. En exploitant le document numéro 1, toujours, expliquer ce résultat. Alors, la perte donc de la matière d'un niveau à l'autre, elle s'explique comme suit. La production secondaire a diminué en comparaison avec la production primaire, car la production primaire mise à la disposition donc, du consommateur n'est pas complètement exploitée. Donc, il y a une quantité perdue par les herbivores abandonnés comme les racines, les parties dures et épineuses. Il y a une autre partie rejetée donc, et non assimilée comme les excréments et qui est pourtant très riche en énergie. Il y a une partie non utilisée, utilisée dans la respiration, dans la transpiration, sous forme donc de chaleur. Alors je continue donc la question 5, à partir donc de vos connaissances et de ce qui précède, expliquez par un schéma le devenir de la biomasse chez les consommateurs. Alors, normalement, chacun doit concevoir sa propre réponse sous forme d'un schéma simple, comme ce qu'on a vu chez les plantes. Alors, je passe à l'explication et au modèle que j'ai choisi. Alors, pour la vache, pour la production brute, 100%, donc il va perdre presque 37% donc, non utilisée ou bien non assimilée. Il y a une partie aussi perdue par respiration, c'est 50,76%. Alors, la partie restante dans le corps et qui est produite donc sous forme donc de biomasse ou bien de matière de la vache, c'est tout simplement 12,14%. De même pour le criquet, donc la partie produite, bien sûr, par son corps comme masse donc corporelle, c'est 7,74. Alors la partie non utilisée, c'est la grande partie, bien sûr, c'est 68,3. Alors ce qui est perdu par respiration, c'est tout simplement 23,49. Alors, quel est donc le devenir de la matière produite dans l'écosystème? Alors, cette matière produite, quel est leur devenir dans l'écosystème? C'est ce qu'on va voir. Transfert de la matière dans l'écosystème. Alors, les niveaux trophiques des chaînes alimentaires assurent le transfert de la matière organique et parallèlement de l'énergie depuis les producteurs jusqu'au maillon supérieur. On parle alors de transfert de la matière et du flux de l'énergie. Comment évaluer le transfert de la matière et le flux de l'énergie dans l'écosystème? Pour cela, donc, on a recours à l'activité numéro 6. Alors, le tableau suivant présente les maillons d'une chaîne alimentaire avec l'équivalent de chaque maillon en matière organique, vivante ou biomasse. Classez les maillons de la chaîne alimentaire représentés dans le tableau selon leur niveau trophique. Alors, comme on a vu, tout en allant donc des producteurs vers les consommateurs supérieurs, on constate qu'il y a perte donc de la matière, bien sûr sous différentes formes, non assimilées, non utilisées, et aussi par respiration et par transpiration. Et par conséquent, tout en allant des producteurs jusqu'au niveau supérieur, on constate qu'il y a
une diminution de la matière et une réduction de leur quantité. Et par conséquent, classer les êtres vivants donc, de ce tableau sous forme une chaîne, donc tout simplement, on se réfère à la quantité de chacun de ces niveaux trophiques. Alors, donc la chaîne va commencer par les phytoplanctons, parce qu'ils ont la plus grande masse et la plus grande productivité. Alors, ils sont suivis par les zooplanctons, c'est-à-dire par les herbivores qui produisent une quantité plus importante que les autres supérieurs. En conséquence, donc viendra le sardine, donc en troisième position, vu sa grande biomasse, bien sûr, en comparaison avec le reste. Et ensuite, c'est le thon, suivi bien sûr à la fin de la chaîne alimentaire par l'homme. Et par conséquent, la chaîne donc, de cet exercice est voilà. Donc, c'est la chaîne alimentaire donc, à partir donc, des données donc, du tableau. Je passe à la deuxième question. Calculer le rendement de la production de la biomasse entre chaque deux niveaux successifs. Tout d'abord, comment calculons le rendement de la biomasse entre deux niveaux trophiques successifs? Alors, pour calculer par exemple le rendement, donc dans le premier, tout simplement, il faut diviser la masse donc, du niveau supérieur sur la masse donc, du niveau inférieur. Comme ça, on calcule le rendement, comme le montre bien sûr la formule suivante. Donc, c'est la biomasse du maillon supérieur divisé par la biomasse du maillon inférieur multiplié par 100. Donc, le rendement de la productivité de biomasse entre les zooplanctons et les phytoplanctons, c'est tout simplement 250 divisé par 1000 multiplié par 100, ça veut dire 25%. Alors, pour les différents niveaux, tout simplement, on se réfère au tableau. Alors, pour la valeur donc, qu'on a calculée, donc je vais l'apporter donc au tableau. Alors, pour le rendement entre zooplancton et sardines, tout simplement la masse donc, des sardines sur la masse donc, des zooplanctons fois 100, et voilà la formule, et voilà le résultat. De même pour la troisième relation, voilà, c'est tout simplement 3,7 divisé par 37 et on obtient 10%. Alors pour la dernière, c'est-à-dire c'est l'homme et bien sûr les sardines qu'il consomme, plutôt et le temps qu'il consomme, donc c'est tout simplement 2,5 divisé par 3,7 fois 100, ça veut dire 6,75%. Ça c'est pour la deuxième question. Je passe à la question suivante. Comparer les différents rendements de production de biomasse calculés. Que peut-on déduire? Alors, je retourne donc à mon tableau précédent. Alors, tout en allant des producteurs vers les consommateurs supérieurs de la chaîne, on constate que le rendement de la biomasse diminue progressivement et atteint ses niveaux les plus bas au niveau donc des hauts niveaux de la chaîne alimentaire, bien sûr, c'est-à-dire chez l'homme. Alors, pour l'explication, que peut-on déduire? Bien sûr, Alors, en allant des producteurs vers le niveau trophique supérieur de la chaîne trophique, le rendement de biomasse diminue progressivement. On déduit que le transfert de la biomasse s'accompagne d'une grande perte de la matière, surtout au niveau trophique supérieur de la chaîne alimentaire. La nutrition la plus rentable est la nutrition végétale, car elle a le rendement les plus élevé, c'est-à-dire les animaux qui se nourrissent des végétaux, ils ont la plus grande productivité donc de tous les autres niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire. Alors, cette diminution, elle peut s'expliquer tout simplement, comme on a vu auparavant, par les pertes donc, de la matière non utilisée par les différents niveaux trophiques, comme par exemple les écorces, les racines, les os, les épines, les cornes, les dents, les plumes et les poils, etc. Et aussi par la perte sous forme donc de respiration ou bien de transpiration, c'est-à-dire la chaleur. Calculer le rendement total de la production de la biomasse d'une chaîne alimentaire ou bien de la chaîne alimentaire en général. Alors, le rendement total d'une chaîne alimentaire se calcule tout simplement par le rapport RT est égal à la masse donc, du dernier maillon de la chaîne divisé par
la masse du producteur multipliée par 100, comme le montre la relation. Donc le rendement de la productivité de masse est égal à la biomasse du dernier consommateur, c'est-à-dire le maillon le plus haut donc, de la chaîne, divisé par la masse des producteurs, c'est-à-dire ce sont les humains, 2,5, avec bien sûr la masse du phytoplancton qui est 1000, c'est-à-dire 2,5 divisé par 1000 fois 100, qui veut dire 0,25%. Alors, comment représenter ces valeurs de la matière transmise d'un niveau à l'autre et la modéliser? Bien sûr, tout simplement, on va utiliser pour aujourd'hui et pour cette année, tout simplement, les pyramides de biomasse. Alors, représenter une pyramide de biomasse ou bien de production de la biomasse est une représentation de différentes biomasses d'une chaîne alimentaire. Les biomasses de chaque niveau est représentée par un rectangle de hauteur constante et à surface proportionnelle à la quantité de biomasse selon la même échelle et pour tous les niveaux trophiques, comme montre le schéma suivant. Alors, je dois prendre en considération, bien sûr, les masses ou bien les biomasses de chaque niveau, bien sûr en utilisant une échelle, tout en gardant la hauteur constante, mais la longueur qui varie et par conséquent la surface. Donc, on va classer les animaux ou les êtres vivants, bien sûr, de la chaîne, se forment donc des pyramides. Et comme le montre, voilà, la première base, c'est pour les phytoplanctons, le deuxième rectangle, c'est pour les zooplanctons, le troisième, c'est pour les sardines, le quatrième pour le thon, et enfin, c'est le cinquième plutôt pour l'homme. Voilà donc la pyramide de la biomasse de cette chaîne alimentaire. Voilà, merci pour cette séance et à la prochaine.